Ma sœur, je l'appelle Sam. Sam, elle a un petit souci dans la vie. Elle est bipolaire. Tu arrives, tout est blanc. Un mec sur un banc, il essaie de le baiser, le banc est froid. Oh, une radio. J'ai dit, on s'emmerde. J'ai donc créé une discothèque. On a éteint les lumières, on a dansé. C'était joyeux. Et soudain, une furie court en criant, c'est sa faute, c'est sa faute. Et merde, pour une fois qu'on s'amusait, pouvez pas la fermer, sa gueule. Un nounours, un adorable nounours. On discute, on s'apprécie, on rigole. Et un jour, on me dit, il a frappé sa femme enceinte, elle a perdu le bébé. Et froid. Il était tellement mignon. La prochaine, c'est moi? Mais non, tout est normal. Ici, c'est du paranormal. Elle m'a souvent raconté ses anecdotes en HP, hôpital psychiatrique pour les non-initiés. Et elle l'a toujours fait avec beaucoup d'humour. Le rire. Rire pour ne pas pleurer. À la fois, je ne sais pas si je le dis pour elle ou si je le dis pour moi. Rire pour ne pas pleurer. Pour vous qui ne connaissez pas ce monde, pour vous dont un proche le vit, ou bien pour vous qui le vivez aussi peut-être, voici le témoignage d'un petit bout d'humanité dans un milieu hostile. Bon, j'ai lu ton carnet, Sandrine. Oui, et donc j'espère que ça ne t'a pas catastrophé au point que tout d'un coup, disons que je sais à quel point ça n'est pas facile pour les gens qui ne connaissent pas et du coup, je me dis que tu te mets peut-être en position de catastrophée alors que je suis encore là, hein. Je suis survivante. Alors moi, je me dis pas que c'est pas facile pour les gens qui te connaissent pas, parce que les gens qui te connaissent pas et qui ne connaissent pas des gens comme toi, je pense que ça, ils lisent ça de manière détachée. Donc c'est peut-être un petit peu plus difficile quand on te connaît justement. Bah, peut-être c'est le lien. C'est le lien qui fait qu'on se met à la place de l'autre. On a une empathie, on a tout ça. Voilà. Après, effectivement, peut-être qu'une personne en dehors du cercle familial ou amical, c'est toujours quelque chose qui ne veut peut-être pas être entendu. Et puis en plus, on se fait tellement d'idées sur les gens qui ont vécu le même parcours que le mien, qu'en fait, on a peut-être cette envie de ne pas l'entendre et même on s'en fout, hein. Voilà. Alors est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement ta pathologie à toi? Ma pathologie à moi, alors on va commencer dès le départ parce qu'en fait, j'ai pété un plomb pour certaines choses et dès le départ, on m'a mis sous antidépresseurs pendant 9 ans. Au bout de 10 ans, on me dit: «Faites un test et on vérifiera», et donc effectivement, bah, vous êtes bipolaire type 1, c'est-à-dire accès maniaque. Donc il y a 3 types de bipolarité. Il y en a une qui est uniquement dépresso, une autre qui est dans la cyclothymie totale, on ne sait jamais où on en est, si on est up, si on est down, et puis il y a la mienne où on est beaucoup plus maniaque, c'est-à-dire que d'un naturel, on est plutôt des gens pas excités, mais des gens très, je sais pas le mot, et ça encore c'est pas grave, mais dans la manie, quand on développe la manie, ben, en fait, on peut être complètement exubérant et prendre des choses pour d'autres, et puis bon, ben là, carrément, puis on pète un câble. Et on pète un câble dans la manie, quand on dort pas assez souvent. Bon, des gens comme moi et d'autres, hein, on a besoin, pour garder un équilibre, de dormir régulièrement, d'éviter les excitants, alcool, tabac, évidemment les pétards aussi, hein. Voilà, on évite les excitants parce que comme on est naturel justement, exubérant un peu déjà à la base, si on tombe manie, bah là, c'est carrément catastrophique et on peut être interné. Donc le secret pour pas aller trop, en hospice, c'est dormir,
vraiment bien, à heure régulière, et pas prendre d'excitants. Et avec ça, on va très très bien pendant longtemps. Alors après, juste la question de base, c'est qu'est-ce que j'ai ? Eh bien en fait, pendant 9 ans, on m'a donné des antidépresseurs. Une chose à apprendre, c'est que l'antidépresseur crée la manie, favorise la manie. Donc je suis tombée quelques fois malade pendant les 9 premières années, uniquement à cause de l'antidépresseur. Après, ça n'est pas dit dans la chanson, est-ce que le fait de nous faire tomber malade comme ça pendant 9-10 ans ne crée pas un terrain favorable à ce que ce soit pire après ? Ça, c'est autre chose. On ne le saura jamais. Voilà. Bon, après, eux, qu'est-ce qu'ils racontent en psy ? Ils racontent que la bipolarité, elle peut être découverte qu'au bout de 10 ans en général. Et c'est ce qui s'est produit. Hein. Mais pendant 10 ans, ils reconnaissent eux-mêmes que c'est le vide total et que en fait, on ne peut pas savoir la réalité de la maladie. Ils cherchent en fait, ils te donnent des médocs pour voir si ça te correspond et au fur et à mesure, ils Non, tâtonnent mais jusqu'à trouver un traitement qui voilà, te mais il faut correspond. voir comment ils cherchent. Hein. Ils cherchent à coups d'antidépresseurs qui ne règlent rien parce qu'on est beaucoup plus dépressif au final. Ils cherchent à coups de tertian, à coups de tout ça qui nous légumise. J'ai eu un début dans ma vie psychiatrique que je souhaite à personne. Et bon, c'est malheureux. Après, ils disent que pendant 10 ans, on ne peut pas savoir. Mais en fait, quand je suis arrivée donc, dans ma nouvelle ville, en fait, le gars, il me dit directement, écoutez, ça faisait 9 ans hein, que j'étais mal soignée. Hein. Il me dit, on va voir hein, si vous êtes maniaco-dépressif ou pas, enfin, bipolaire, parce qu'il y a plusieurs. Maniaco-dépression, ça veut dire tout et n'importe quoi, donc il ne faut pas entendre parler de maniaco-dépression. La bipolarité type 1, type 2, type 3, là je comprends, mais enfin bon, bref. Et excusez-moi, je m'évade. Du coup, excuse-moi. En fait, le mec, quand je suis arrivée là, il me dit, on va voir ça, vous avez 3 pages avec tel machin, vous cochez, et un petit test, hein, et en fait, en fonction du nombre de A ou de B ou de C ou de machin, on détermine la bipolarité. Donc, je fais ce test, oui, ben voilà, bipolaire, maniaque, tendance maniaque, type 1. Très bien, bon, et ça, ce test, on n'aurait pas pu me le faire avant, il y a 9 ans ? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on accepte que des gens travaillent mal avant et on rattrape les problèmes, ou est-ce qu'il y a des incompétents ou pas ? Est-ce que, voilà, moi j'ai su au bout de 9 ans que j'étais bipolaire et ça m'a rassurée un petit peu, bien que le parcours soit pas rassurant. Voilà. Enfin, tu sais au moins ce que tu as, c'est identifié, donc c'est peut-être plus rassurant. Ça a été rassurant de savoir ce que j'avais. Maintenant, après, il y a toujours les parcours et tout ce qui se passe après qui prête à question. Enfin. Alors, j'ai vu ton carnet, il y a plein de choses dedans, tu parles d'anecdotes. Alors ce que j'aime bien avec toi, ce que j'ai toujours aimé avec toi d'ailleurs, c'est que tu racontes des choses qui ne sont pas vraiment joyeuses et qui sont même des fois vraiment extrêmement tristes. Et tu les racontes avec humour, tu as toujours une manière de raconter ça. Et tu dis d'ailleurs dans ton carnet que quand tu fais des séjours à l'hôpital, les gens retiennent ton rire et tu leur manques finalement après. C'est pour toi le rire, ça a toujours été. D'ailleurs tu ris dans ce moment. Non mais c'est Le malheureux. rire pour toi, ça a toujours été finalement une espèce de thérapie aussi. Ouais, alors c'est un peu particulier, oui effectivement, j'ai toujours ri, même des pires horreurs. Ça c'est bon après, hein, voilà, il y a le fameux mot, le fameuse citation. Le rire est la politesse du désespoir, c'est possible chez moi. En attendant, c'est vrai que j'ai fait rire beaucoup de monde mais après j'ai fait rire du monde parce que j'avais pas le choix. Il fallait que je rie. Il fallait que on était là dans ces hospices où les gens sont complètement cassés par la vie, par leur famille ou ils sont cassés par les médicaments, ils sont cassés par tout ça. Et voilà. Et donc moi j'ai discuté avec plein de gens parce que j'ai besoin de communiquer. Je supporte pas le fait de... Autant j'aime bien être seule chez moi pour faire ce que j'ai envie, ok, ce dont j'ai envie. Mais sinon, je vois une personne, je ne peux pas m'empêcher, il faut que je parle. Et j'ai parlé avec des gens qui étaient loin d'être comme moi, qui étaient plus dangereux, moins dangereux, enfin je sais pas. Mais j'ai parlé avec des gens, toutes sortes de personnes, parce que pour moi, voilà, on était dans une collectivité, on était comme dans une...
On était comme dans une colonie de vacances. Et en fait, il fallait que tout se passe bien, malgré tout. On était tous différents, on venait tous de différents endroits. Et il fallait du sourire, il fallait du rire, parce que, voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est ce que tu expliques très bien dans ton carnet. En fait, Ouais. finalement, vous êtes tous dans le même bateau, avec des pathologies différentes, des passés différents, des dangerosités différentes aussi, parce que c'est ce que tu dis. Il y a quand même des gens aussi, et c'est ça, enfin, pour moi, à lire en tout cas, et pour beaucoup de gens, je pense, c'est quelque chose d'étonnant et quelque part de triste de trouver des gens avec des parcours si différents, parce qu'il peut y avoir des gens très dangereux aussi. Alors, oui, oui. Par exemple, à un moment, mon meilleur pote, moi j'avais besoin de marcher. C'était un endroit fermé, trop chaud. Voilà, hein, c'est carcéral. Donc en fait, on est bien enfermé. On sort quoi, 5 fois 10 minutes pour une cigarette si on fume. Si on n'a pas de clope, il faut en piquer aux autres, mais on n'a pas le droit. Enfin, c'est carcéral. Bon, on arrive là. Et en fait, j'ai trouvé un pote, mon pote, mon pote pour marcher. On faisait des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. On voulait pas perdre nos jambes. On avait les veines, sinon on voulait pas perdre nos jambes. Je marchais avec lui et il avait poignardé un gars de coups de couteau dans la tête du mec. Et moi, c'était mon meilleur pote. Alors, ce qui est incroyable, c'est quand tu te retrouves avec des gens comme ça, tu te dis dehors, je l'aurais pas fréquenté peut-être. Il est en irresponsabilité, il aurait dû faire de la tôle, mais on l'a jugé, quel est le mot déjà voilà, inapte. Donc en fait, on l'a foutu dans le truc où il y a des chiourmes, gardes-chiourmes qui viennent, infirmiers, mais prisonniers, enfin de prison. Voilà, donc en fait, on est là. Et le mec, sans lui, mais je le remercierai toute ma vie. Et donc ça pose un cas moral. Est-ce que c'est moral de discuter avec une personne qui a fait du mal? Est-ce que c'est moral d'accepter que la personne, elle ait fait, d'accepter d'être avec une personne qui moralement ne pourrait pas être acceptable, et en même temps, on l'a jugé complètement irresponsable. Alors, est-ce que c'est moral d'aimer quelqu'un qui est dans l'irresponsabilité et qui, avec vous, ne vous fait aucun mal? Et c'est incroyable. Ça, c'est un truc, ça triture la tête. Ça m'a trituré la tête, hein. Et vous êtes obligé de savoir qui a fait quoi, ou en fait vous vous racontez entre vous qui a fait quoi? Oui, on se raconte les choses. C'est-à-dire que lui, il m'a raconté. Il y en avait un autre, je m'entendais très bien avec lui. Il a été d'ailleurs camisolé, le pauvre, de force et tout ça. Dieu merci, ça m'est pas arrivé, mais ça arrive à certains. Lui, il avait des problèmes de drogue et il avait un passé très dur. Il avait eu un passé très très dur. Et de drogué, bon. Et ben voilà, comme quoi, s'il y a quelque chose à retenir et que je sais pas, je veux pas faire de morale, mais en fait, on peut toujours apprécier ou aimer un temps ou plus longtemps, je sais pas. On peut toujours aimer la part d'humanité des gens. La part d'humanité, il faut pas l'enlever. Et c'est cette part d'humanité que j'ai appris à connaître ou que j'avais la possibilité de comprendre, je sais pas, qui fait que j'ai, à part certaines personnes qui ont des comportements, des caractères qu'on n'a pas envie de subir, voilà, on les envoie se faire chier. Mais sinon, cette part d'humanité-là, je l'ai vue dans toutes les personnes qu'on dit folles. Et je l'ai ressentie et c'est pour ça que je ne veux pas, c'est pour ça que je veux pas juger tout le monde. Voilà. Au CHP, il y a les visiteurs avec les violets, les schizophrènes avec les psychopathes, les bipolaires avec les dépressifs ou les suicidaires, les SDF avec les locataires, les sans-papiers, avec les curatelles, les tutelles, les autistes avec les criminels, les handicapés physiques avec les valides. On s'entraide ou l'on se déteste. On s'aime et on sait peu quand même du passé de chacun. On a ses accointances, ses victimes, ses alliés. On est des potes de galère et quand on sort, on sait qu'on ne se verra probablement plus. Trop de drogue, de dédits, de folie, de taxes, de schizophrénie en tout genre. On s'aime sur le moment, on est fidèle jusqu'au dernier moment, puis vient la sortie.